Bonjour à tous et bienvenue pour ce qui est une série d'émissions exceptionnelles pour un dispositif exceptionnel. En fait, nous sommes là et vous nous faites l'honneur de nous accompagner pour rendre compte d'un dispositif très innovant, peut-être même sans précédent, autour de l'innovation en santé. Ce qu'on a voulu créer, c'est un think tank éphémère, un club de réflexion dense, et vous allez voir, énormément de densité, mais un club de réflexion qui, une fois qu'il aura fini sa tâche, et sa tâche, elle se finit à travers ces tables rondes, rendra ses conclusions et espérera que l'ensemble des parties prenantes, qui sont consultées d'ailleurs, je vais vous détailler ça, l'ensemble des parties prenantes sera en faire bon usage. Alors, les parties prenantes, c'est tous ceux qui sont au cœur aujourd'hui de la santé, évidemment les patients et les malades, évidemment les autorités de santé, évidemment les organismes payeurs, évidemment les responsables politiques, mais aussi les économistes de la santé, mais aussi les industriels, mais aussi l'ensemble des chercheurs, l'ensemble des innovateurs, l'ensemble des entrepreneurs. Bref, ce monde de la santé, il a été rassemblé dans The Think Tank, et quand je vous dis que ça a été un dispositif d'ampleur, ce sont 90 contributeurs qui, au fil des semaines, ont apporté 135 propositions autour de 4 grandes thématiques qui vont donc correspondre à 4 tables rondes que l'on vous propose et que vous pourrez évidemment consommer quand bien vous semblera à la demande, comme on dit aujourd'hui. À chaque fois, l'économiste Nicolas Bouzou nous accompagne. Alors, il s'est lui-même spécialisé en fait dans le domaine de la santé depuis plusieurs années, Nicolas. Pourquoi ça te passionne ? Parce que tu considères que dans nos sociétés développées aujourd'hui, et ça va nous amener d'ailleurs petit à petit sur ce qui est la thématique de cette table ronde, ce qu'on a appelé avenir du soin, dans nos sociétés développées aujourd'hui, finalement, une fois qu'on a laissé de côté la guerre et la famine, et on espère qu'on a laissé de côté la guerre et la famine, la santé, l'accompagnement tout au long de notre vie dans les meilleures conditions possibles des hommes et des femmes qui sont au cœur de ce pays est l'enjeu principal. Oui, et ce qu'on voit dans cette troisième révolution industrielle, donc la convergence du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots, des imprimantes 3D, des biotech, c'est qu'en réalité, énormément de ces innovations sont utilisées, sont dirigées vers le secteur de la santé. Alors, c'est vrai dans toutes les révolutions industrielles. Quand on regarde ce qui s'est passé au 19e siècle, il y a eu aussi énormément d'évolutions, de progrès dans le domaine de la santé. Pareil à la Renaissance. Donc, à chaque fois qu'on a, pour parler comme les économistes, un grand mouvement de destruction créatrice, on voit beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé, mais c'est justement pour la raison que tu évoques. C'est-à-dire qu'au fond, les deux problématiques de l'humanité, c'est se déplacer et vivre essayer de pas mourir. Mieux et essayer de ne pas mourir. Non, mais très exactement. Et donc aujourd'hui, je reprends les innovations très rapidement, les unes après les autres, parce qu'on parle du soin. Attends, je t'arrête juste un, parce que tu m'as dit un truc. Même à la Renaissance ? Oui, bien sûr, les grands progrès de la chirurgie. On fait énormément de progrès. À la Renaissance, énormément de travaux d'anatomie. Léonard de Vinci, l'un des plus grands anatomistes de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de médecins se sont inspirés des travaux de Léonard de Vinci. Ça a permis de faire des progrès en anatomie et en chirurgie. Ambroise Paré, il y a des hôpitaux. Et le fameux Léonard de Vinci, on pense tous. Voilà, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est de l'anatomie. En fait. Et le 19e siècle, donc la chimie, Pasteur. Pasteur fait rentrer, d'ailleurs il était chimiste en fait, Pasteur fait rentrer, fait converger la chimie et la médecine, et on est encore là-dessus. Au fond, les très gros laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui, au départ, c'était souvent des entreprises du secteur de la chimie. Et donc là, ça devient beaucoup d'entreprises. Du secteur du numérique, c'est les biotech. Les biotech font énormément de numérique, utilisent beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Mais on voit qu'on a énormément aujourd'hui de choses qui modifient le soin et qui sont rendues possibles par ces innovations de la troisième révolution industrielle. Avenir du soin, alors vous allez le voir, y a énormément d'éléments passionnants qu'on va détailler, mais en fait le sujet c'est comment être sûr que l'ensemble de ces innovations en fait, vont bénéficier à tout le monde. Ah oui. Voilà, c'est ça le sujet, finalement. Ouais. Alors, je prends 35 secondes, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y. Non, mais parce que, en fait, l'innovation, c'est toujours coûteux au début. Dans tous les secteurs d'activité, quand on fait des innovations, évidemment, ça nécessite beaucoup de recherche et développement. Et en plus, en santé, on fait de plus en plus des innovations qui sont ciblées sur un petit groupe de patients. Si on prend un secteur que je connais bien, qui est celui de la cancérologie, on fait énormément de progrès en ce moment en cancérologie parce qu'on arrive à mettre en place des thérapies, c'est notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui vont s'adresser à des groupes de patients qui sont relativement réduits. Alors,
du point de vue de la santé publique, c'est génialissime parce que ce sont des thérapies qui sont très efficaces. Du point de vue économique et du point de vue microéconomique, c'est l'horreur absolue parce qu'on a des coûts de recherche et développement qui sont très élevés, mais on n'a pas de marché pour les amortir. Ben non, parce que ça s'adresse à des groupes de patients qui sont relativement réduits. Et si même je prends l'extrême de ça... Donc ça coûte une fortune. Attends, je prends l'extrême de ça. Les thérapies géniques pour les maladies rares. Alors là, c'est ce qui est pire, entre guillemets, du point de vue économique, parce que c'est très compliqué, évidemment, à mettre en place. Et parfois, ce sont des thérapies qui s'adressent à 20 ou 30 patients par pays. Donc, ça coûte cher. Voilà. Et donc, il faut se dire, mais en même temps, notre contrat social, surtout en France, c'est de se dire, quoi qu'il en coûte. Ah non, mais c'est passionnant. Donc, la vie a-t-elle un prix? L'économiste répond non. Alors, voilà, moi, mon truc, c'est de dire, je ne pose pas la question en ces termes. L'immunothérapie, par exemple, en cancérologie, je veux, dans mon pays, la France, que tous ceux qui en aient besoin y aient accès. Je le veux. Voilà. Donc, je pars de ça. Et après, je me dis, comment j'organise le système de soins pour faire en sorte qu'on puisse l'absorber. Et ça, c'est mon métier. Tu vois, ça c'est toi économiste. Ouais, ça c'est mon métier. Voilà. Ok, mettez au point des médicaments. Les laboratoires pharmaceutiques, gagnez de l'argent, ils sont chers, c'est très bien, c'est formidable. Les médecins, vous occupez pas trop des. Moi, par contre, je vais travailler. Et ça donne du sens en plus au travail. Moi, je vais travailler sur un système de soins, un système hospitalier, une articulation médecine hospitalière, médecine de ville, qui va faire qu'on va devenir plus efficace et qu'on va pouvoir proposer ces médicaments chers à l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Un point encore, Nicolas, parce que le débat, je le sais déjà, il va être un peu tendu sur la question de la formation des médecins. Ouais. Dans une autre de ces tables rondes, vous entendrez Jean-Yves Blais, le président d'Unicancer, dire, tu en parlais, tous les trimestres, il y a un élément fondamental qui nous fait modifier nos protocoles. Tous les trimestres. On sait que, alors parlons des généralistes, justement, Avenir du soin. Les gars sont sous l'eau en permanence. Alors, on a un super modèle en France. On a une filière qui a déjà fait sa révolution. Tu as reçu il y a quelques semaines, je l'ai vu sur Bismart, François Pellen dans le domaine de la santé visuelle. La santé visuelle, ils se sont réorganisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, alors je ne veux pas lui faire de la pub, il n'en a pas besoin, mais chez Point Vision, en fait, les ophtalmos, ils ne font plus que de la médecine. Tout l'administratif, ce sont des gens spécialisés dans l'administration qui s'en occupent. Et tout ce qui est examen, c'est une profession qui s'appelle les optométristes dans le domaine de la santé visuelle. Et donc, les ophtalmos ne font plus que de la médecine à forte valeur ajoutée. Le médecin généraliste de demain, c'est ça. C'est un gars ou une fille, il est dans un cabinet, il ne s'occupe pas d'administratif, il y a des gens dont c'est le métier. Les examens, prise de tension, etc., prise d'oxygène, ce sont des infirmiers et des infirmières qui peuvent faire ça, ou des professions qu'on va créer, qu'on est en train d'ailleurs d'essayer de créer. C'est pas facile avec les corporatismes dans le secteur de la santé. Et le médecin, c'est celui qui nous reçoit, avec lequel on échange, on parle du traitement, etc. Et il aura utilisé plein de technos. L'imagerie, ça se sera fait dans son cabinet médical. Donc, si on est capable de se réorganiser, ça va être génial. Hein. Bon, on va débattre de tout ça, justement. Et donc, on va débattre de tout ça, on va débattre de ces questions. Jean-Marie Le Guen est avec nous. Bonjour, Jean-Marie Le Guen, ancien député, ancien ministre, docteur en médecine, spécialiste des questions de santé publique. Étienne Mainviel, bonjour Étienne, directeur de recherche au CNRS, un peu comme Nicolas, vous, voilà, économiste qui réfléchit aussi énormément sur la santé. Et puis, nous avons alors à distance Marie-Pia Dorto. Bonjour Marie-Pia Dorto, chef de service hôpitaux de Paris. Bonjour. Donc, service de psychologie, exploration fonctionnelle, c'est ça, hein, Marie-Pia, je ne me trompe pas. C'est pas psychologie du tout. C'est physiologie. Physiologie. Bon, on a de toute façon ce qui nous permet de voir qu'on a un problème de son. Et puis Jean-Jacques Yarmoff, qui, alors lui, est à Boston. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Stéphane. Stratégie internationale du réseau. Alors, c'est un réseau américain d'ailleurs, Biolabs, Jean-Jacques? Pour l'instant, Biolabs, c'est un réseau américain et nous espérons commencer bientôt en Europe dès l'année 2021. Et alors, je reste avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire incubateur nouvelle génération, Jean-Jacques? Les communautés d'innovation que gère Biolabs, qui regroupent dans nos murs à l'heure actuelle près de 300 entreprises aux États-Unis,
fournissent bien plus que les services classiques que sont un lieu pour que les entreprises puissent se poser et réaliser leurs expériences, mais rassemblent également toute une série de services, permettent des contacts, en particulier avec les clients des entreprises de biotechnologie, avec les grandes entreprises de pharmacie, des relations avec les financiers, et aussi, bien entendu, et c'est le sujet de notre implantation en France avec la PHP à l'Hôtel-Dieu, des relations avec les soignants et avec les patients. Donc c'est bien plus qu'un incubateur classique et ça permet de propulser les entreprises de biotechnologie et de leur permettre de grandir très rapidement. Bon, et c'est d'ailleurs le sujet d'une des tables rondes qui est à votre disposition, à vous d'ailleurs, autour de ce think tank éphémère. Il y en a effectivement une qui s'appelle Changement d'échelle et c'est toute la réflexion qu'on a pour aider aujourd'hui. Je rappelle le chiffre parce que je l'ai appris, moi je dois dire, à l'occasion de ces tables rondes, mais on a plus de 1800 aujourd'hui start-up, entreprises naissantes, innovantes en France, à peu près à parts égales entre le médicament, enfin la thérapeutique, et puis les dispositifs de santé, MedTech. Et donc effectivement, les aider à grossir est un sujet, mais ça n'est pas le nôtre, en l'occurrence sur cette table ronde. Jean-Marie Le Guen, vous avez servi donc de super éclaireurs autour de ces débats. C'est vous qui êtes là un petit peu pour en rendre compte. Avenir du soin, je dois dire, qu'est-ce que vous mettez j'ai l'impression qu'en fait, cette table ronde et ce sujet peut rassembler l'ensemble des grandes questions qui se posent aujourd'hui sur l'innovation en santé et sur la façon dont elle peut pratiquement entrer en vigueur, bénéfice pour les patients et aide pour les soignants. Effectivement, la question peut se poser, mais d'un certain point de vue, on est peut-être dans une période où les habitants de la planète, pas simplement les Français, se posent la question de savoir si le progrès peut être à leur service quelque part. On le voit bien avec tout ce qui se passe, par exemple autour des vaccins, mais aussi. C'est un très bon. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire qu'effectivement, il y a des avancées scientifiques, technologiques, des innovations, mais encore faut-il que ces innovations soient saisies par ceux qui en sont les principaux bénéficiaires, c'est-à-dire les patients, et au-delà. Autour d'eux, vraisemblablement, aussi les soignants, parce que on sait que c'est plus simplement le savant et le médecin qui distribuent de la santé et du soin. C'est une équipe globale de professionnels, donc les soignants, mais il y a aussi, on en a parlé un petit peu, les aidants. Bref, il y a tout un écosystème, en quelque sorte, autour de la problématique du soin. Et donc, comment doit se situer l'avenir de la recherche, de l'innovation par rapport à cet écosystème, étant entendu que cet écosystème est incontournable en quelque sorte pour la réussite de l'innovation. Voilà, c'est ça un peu notre problématique et voilà pourquoi ça s'appelle l'avenir du soin. Je rajoute à ça que dans tous les débats publics dans lesquels on est, politique par exemple, je trouve que beaucoup d'intervenants renvoient à une image figée, complètement figée et compassionnelle du soin, sans donner sa dimension scientifique et même sa dimension de progrès. Par exemple, dans tous les débats politiques, c'est aberrant de ne pas parler du nombre de lits. Bien. Or, aujourd'hui, toute la médecine, c'est de quelque part, vise à sortir le malade du lit, oui. Très rapidement, par les soins ambulatoires, qu'il s'agisse de médecine ou de chirurgie. Mais j'aurais des scrupules à venir débattre avec vous de l'avenir de la politique de santé dans notre pays si vous ne me posez pas, mais est-ce que vous allez ouvrir des lits, fermer des lits, etc. C'est le vocabulaire que les images que les Français, et y compris un certain nombre de soignants ou d'intervenants, ont dans la tête. C'est le nombre de lits. Je suis frappé de voir même des grands professeurs qui nous parlent en ces termes. Alors que il y a des révolutions à l'œuvre, ils en sont d'ailleurs parfois les acteurs, et c'est pas la notion de lit, c'est la notion d'intensité et de qualité du soin et de relation avec l'écosystème dont je parlais. C'est ça qui est l'enjeu majeur. Voilà, j'ai été déjà trop long. Non, c'est très intéressant. Je me demandais justement, Étienne, est-ce que cette affaire de vaccin
Il y a beaucoup de choses dans cette affaire de vaccin. Il y a notamment certaines des tables rondes que vous pourrez regarder et dans lesquelles on parle forcément de Stéphane Bancel. Qui est Stéphane Bancel ? Moi, je le connaissais à l'époque où il dirigeait bioMérieux. C'est un entrepreneur français qui est parti à Boston pour faire Moderna et qui a aujourd'hui le succès que l'on connaît. Et on revient sur cette table ronde sur le débat. Alors, est-il d'ailleurs franco-français ou est-il international ? J'ai l'impression qu'il est davantage français. Spécificité française. Ouais, sur savoir si sur l'adaptation, ce nouveau vaccin, donc ARN messager, etc., on va pas faire, c'est pas notre sujet, mais est-ce que ce nouveau vaccin, est-ce qu'on peut l'accepter ? Dans quelles conditions est-ce qu'on peut l'accepter ? Est-ce que c'est un bon démarrage pour l'ensemble de notre débat et qu'est-ce que ça nous dit justement de ce qui se passe en ce moment ? C'est un vrai sujet, évidemment, dans le contexte actuel avec le vaccin contre la Covid, c'est sûr que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est très exemplaire et symbolique, effectivement, de ce que disait Jean-Marie Le Guen. C'est-à-dire, on peut faire les plus belles innovations. Il est évident maintenant qu'il faut réfléchir en permanence l'usage et l'adoption qui va avoir lieu dans des contextes donnés, dans une personnalisation du soin, quel que soit le territoire, quel que soit le profil de la personne. Et le vaccin est exemplaire de ça parce que, historiquement, on sait qu'il y a des personnes qui résistent par croyance vis-à-vis de la vaccination. Il y a énormément de littérature là-dessus. La France est plutôt un pays où il y a beaucoup de résistance en règle générale. Et le problème, c'est de le prendre au sérieux et de considérer justement cette vision et cette perspective du citoyen comme quelque chose qu'il faut traiter scientifiquement. C'est-à-dire que la connaissance scientifique et le propos scientifique ne suffit plus. Vous pouvez toujours dire que ça va sauver des vies de faire du vaccin. Si les personnes, dès le départ, n'y croient pas, vous êtes dans une impasse. Il y a eu une très jolie étude dans Lancet, sans être trop long, il y a 2 ans, qui a... On a le temps, ne vous inquiétez pas, on Merci a le Stéphane. temps. Voilà. On est là pour aller au fond. C'est des formats qui sont vraiment plaisants. Cette étude montre sur un vaccin très connu que le risque de méningite, en fait, est très faible. Il montre à la population qui refuse de se faire vacciner auparavant les résultats de cette étude et il demande s'ils changent d'opinion. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, ça renforce l'intuition des personnes qui résistent. Et vous savez pourquoi ils étudient après le motif, c'est que ces personnes considèrent qu'il y a une théorie du complot. C'est-à-dire que la publication a été faite dans The Lancet, c'est une élite scientifique qui est en complot et en compromis avec de l'industrie pharma et des politiques. Et donc tout ce qui sort comme propos de la part de cette élite est totalement renié par cette population. Si vous partez de ce constat, la question n'est plus de savoir est-ce qu'il faut continuer à véhiculer un message de prévention, c'est comment vous touchez ces populations à risque. Et il y a des mécanismes, on pourra peut-être en reparler, qui peuvent aider à apporter des solutions. J'espère. Marie-Pia Dorto, on en parlait ensemble pour préparer cette table ronde. Vous dites qu'il faut des allers-retours sans arrêt, partage avec absolument tous les usagers. Est-ce qu'on peut... je vous laisse la parole et aller plus loin justement là-dessus. Absolument. Ces propos, j'ai de l'écho. Ouais, et puis on vous entend mal. Allez-y, Marie-Pia, c'était un peu mieux là. Oui, c'est le point. Ça va diminuer l'écho, c'est pas sûr. Je vais faire de mon mieux. Le fait d'embarquer l'ensemble des acteurs du côté des soignés, entre guillemets, c'est-à-dire les patients, les aidants, l'entourage, et puis du côté des soignants, et le terme soignant ne recouvre pas que le terme le corps médical, mais également l'ensemble des intervenants auprès du patient, y compris les intervenants médico-sociaux, nécessite une pédagogie continue, et cette pédagogie est faite de ces allers-retours où les outils sont conçus avec et pour les usagers. Et les usagers sont à la fois les soignants, les soignés, bien sûr, au sens très large que je disais. Et cette pédagogie, enfin la participation à la conception de ces outils, dès le début, permet de dépasser les réticences qu'il peut y avoir à l'égard d'une élite sachante que Étienne Mainvielle à l'instant. Mais comment on organise ça ? Bien, on l'organise par exemple en faisant des groupes utilisateurs. C'est par exemple ce qu'on peut être amené à faire dans la plateforme que je dirige, le Digital Medical Hub. Dès la conception d'un produit, on demande aux futurs utilisateurs, et encore une fois, les utilisateurs couvrent l'ensemble des usagers concernés, et on les convie
à la fois à réfléchir tous ensemble à l'intérêt de telle ou telle solution, à l'ergonomie de telle ou telle solution, et comment cette solution peut s'intégrer dans un parcours. Alors, évidemment, comme ça paraît merveilleux. On est au début de ce type de démarche, mais en fait, il faut travailler à accentuer cette façon de concevoir des nouveaux outils de soins. Pardon de vous couper, je complétais juste. Par outil de soins, j'entends très largement, je ne parle pas seulement du dispositif médical, mais je parle aussi des applis de suivi qui peuvent être utilisées de part et d'autre, à la fois soignants-soignés. Vous avez raison, d'ailleurs on a eu à peu près le même débat sur l'application Stop Covid, enfin on a eu les mêmes tensions. C'est un des premiers éléments qui est mis en avant par le groupe de travail, Jean-Marie Le Guen, c'est-à-dire groupe d'expertise croisé, soignants, patients, s'assurant à chaque étape que l'innovation répond à un vrai besoin partagé, et puis derrière... Mais encore une fois, pour le coup... Comment est-ce qu'on organise ça en permanence, cette espèce d'échange d'informations? Ce qui est d'ailleurs un tout petit peu contradictoire avec ce qu'on dit dans d'autres tables rondes, qui est une nécessité d'accélérer l'accès au marché si on veut accélérer l'innovation, et d'alléger un peu le parcours du combattant administratif que doivent subir les entrepreneurs. Oui, vous avez d'abord tout à fait raison, surtout dans cette période, de souligner les contradictions dans lesquelles nous sommes tous. C'est-à-dire que nous voulons avoir un feedback, un retour d'expérience permanent à tous les stades de la création d'un produit. On demande à des experts indépendants de se réunir et de travailler pour accepter ici la taille du masque, là la nature du vaccin, et évidemment aussi de telle ou telle thérapeutique. Il y a eu quelques polémiques sur tel ou tel médicament, par exemple. Eh bien, on demande évidemment que les choses se fassent en grande rapidité, parce qu'on est dans une crise aiguë. Alors, on est en une crise aiguë aujourd'hui épidémique, mais on peut être en crise aiguë quand on a des malades qui ont besoin d'un médicament et qu'on a du temps pour accéder à ce médicament également. Bref, entre le caractère, l'accès rapide d'une part, et le contrôle, surtout un contrôle qui doit être multifacette. Alors, on essaye d'améliorer les process, ils se font, tout n'est pas parfait, loin de là, mais on peut considérer aussi que dès le début, en quelque sorte, je voulais parler en termes, je ne sais pas s'il y a que des soignants qui vont nous regarder ou les patients, mais s'il y a le monde de l'économie, j'allais dire, c'est une sorte de marketing en quelque sorte. C'est l'application à la santé du fait qu'on s'occupe dès le départ de la manière dont va réagir effectivement. On sort plus du produit fait par l'ingénieur. C'est un processus beaucoup plus complexe qui est mis en œuvre, où celui qui va utiliser, le soignant, ou celui qui va bénéficier, le patient, doit pouvoir dès le départ dire son mot, ça marche pas, ça a tel inconvénient, etc., etc. Alors ça, c'est tous les process, on ne peut peut-être pas les décrire, Geneviève les connaîtrait sûrement mieux que moi. Et puis il y a un deuxième aspect qui est la problématique de la transparence. Et il faut qu'il y ait une transparence qui soit faite le plus largement possible. Et je rajouterais une chose, surtout dans l'ambiance actuelle, je pense qu'il faut pas dénigrer les élites. Voilà. Oui, et donc, non, mais moi je suis assez clair là-dessus. Je veux dire par là que oui, il faut de la transparence, oui, il faut que tout le monde participe, mais en même temps, il y a des gens qui sont sachants et d'autres qui ne le sont pas. Donc, la science, ça existe. Alors, ce n'est pas la vérité absolue. On vient d'en faire la démonstration en disant, mais non, il ne s'agit pas d'arriver avec une formule scientifique et l'imposer au reste des gens. Il faut discuter, voir pourquoi ça peut être compris, pas compris, etc. Mais en même temps, il faut faire attention, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, de ne pas considérer que la science n'existe pas, que toutes les opinions sont valables, que finalement, un point de vue scientifique, c'est une opinion. Non, c'est différent. On a le droit d'avoir des opinions, mais il y a des vérités scientifiques différentes qui doivent être critiquées en permanence. Regardez, voilà, j'ai dit ma pincée de sel sur le sujet, je pense qu'on est dans une époque où la compassion avec le populisme a ses limites et qu'il ne faut pas avoir peur. Autant il faut être totalement ouvert sur la participation et la transparence, autant il faut être clair sur le fait qu'il y a des choses qui sont de la nature de la raison et du savoir et d'autres qui sont de la nature de l'opinion.
Étienne, et puis ensuite on ira voir, Jean-Jacques Yarmoff à Boston, justement. Ouais, ce que je disais tout à l'heure n'était pas contre l'élite. Non, mais je sais bien, mais c'est... C'est pas vous, du tout. Non, je sais bien que c'est pas... Mais on est dans un débat. Ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que moi, je suis un pur produit de l'académie, donc j'irai dans votre sens sur la production scientifique, et notamment dans l'adoption au niveau des professionnels. Je crois qu'un facteur clé, c'est la démonstration scientifique de l'innovation. Vous ne pourrez pas passer à côté, si vous voulez, pas utiliser ce langage avec des médecins oncologues. Moi, je travaille avec Gustave aussi. Quand on fait un projet de télésuivi qui s'appelle Capri, on a fait la présentation orale de l'ASCO, donc qui est le grand congrès d'oncologie 2020. Et pour nous, c'est vraiment un point clé, c'est de démontrer l'efficacité sur la qualité, sur la réduction des coûts et sur l'expérience patient. Bon, donc ça, les professionnels, il y a cette règle scientifique. Mais ce qui est intéressant, je trouve, comme phénomène social, si vous voulez, qui est en train d'apparaître de plus en plus, et avec le vaccin, c'est que vous pouvez avoir la meilleure connaissance scientifique. Il y a une étape supplémentaire qui est en train de se construire, c'est que la diffusion de la connaissance ne suffit plus. Bien sûr. Alors que c'était peut-être vrai il y a quelques années, maintenant vous devez avoir des mécanismes qui essayent de comprendre comment des personnes perçoivent cette connaissance et comment réagir pour améliorer le... Il y a un devoir d'explication et d'interrogation. La loi Kouchner, de ce point de vue, juste un mot, la loi Kouchner qui a donné aux malades en 2002 la capacité de celui qui décide de sa stratégie thérapeutique éclairé par le médecin, me paraît une révolution copernicienne extraordinaire, que les gens n'ont d'ailleurs pas forcément toujours... et qui montre bien que c'est bien le patient qui est le leader Le patient et le tiers, je terminerai juste... Etienne, allez-y, puis on... C'est que ça sera très intéressant d'écouter Gérard Gémon si on a l'occasion là-dessus, parce que le patient est un tiers de confiance ou l'association de patients qui peut donner la conviction à certaines personnes qui sont prudentes, si vous voulez, par rapport, par exemple, à la vaccination, de dire « allez-y ». En toute confiance, parce qu'on vous le recommande. Il y a un besoin de recherche de tiers de confiance. Je terminerai, il y a plein de techniques de management sur le nudge, sur des techniques beaucoup plus... Coup de pouce, le nudge. Le coup de pouce, qui aussi sont à raisonner à l'heure actuelle, si vous voulez, pour orienter dans une attention louable, si vous voulez, ces résistances. Non, c'est passionnant et on regarde, vous avez raison, et on regarde ce qu'on a traversé. Mais non, c'est passionnant parce qu'on regarde ce qu'on a traversé effectivement avec, comme vous l'avez dit, ce médicament qui... Enfin, on n'a jamais vu quand même des débats aussi acharnés. Mais heureusement que tenu par. Mais attendez, parce que moi-même j'ai le défaut là, j'oublie ceux qui sont à distance et donc il ne faut pas les oublier. Jean-Jacques Yarmoff à Boston. Vous dites donc l'un des éléments, Jean-Jacques, mis en avant par le groupe de travail, promouvoir la pédagogie de l'innovation, et vous dites c'est absolument critique. Donc allez-y, Jean-Jacques. Oui. Et je rebondis sur ce point, sur ce qu'a dit Étienne Mainvielle. Le fait de présenter à certaines personnes qui sont convaincues d'un complot des élites des arguments scientifiques ne suffira pas. Il y a aussi un besoin de persuasion et d'une vaste part de la population. Alors, il y a des gens qui sont peut-être perdus pour la science pour toujours, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je crois qu'il est très important que dès le plus jeune âge, dès l'école, dès le lycée, il y ait une opportunité pour les jeunes de comprendre de quoi on parle, de voir sur le terrain que les scientifiques en blouse blanche, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire, ils ne sont pas enfermés dans un laboratoire à comploter la ruine de l'humanité. Et ça, de façon très concrète, ça se peut en ayant des endroits qui vont permettre ces échanges. Je pense en France au centre de recherche interdisciplinaire qui est rue Charles V en plein cœur de Paris, où les aventuriers ont formé peut-être 30 000 écoliers et 30 000 professeurs. De la même façon, à Cambridge, aux États-Unis, nous avons les biobuilders qui, dans un laboratoire spécifique, mais qui est juste à côté des laboratoires privés de ces startups qui deviendront peut-être le Moderna de demain, utilisent les mêmes technologies, les mêmes instruments que les scientifiques qu'ils voient tous les jours, et qui réalisent des expériences intéressantes du genre créer l'odeur de la banane dans un tube à essai.
Alors, ces interpénétrations entre la science et la société me semblent extrêmement importantes pour démystifier la parole des élites. Non pas que les sachants n'aient pas un rôle important à jouer, mais que les gens comprennent que ces sachants ne sont pas dans un monde à part. Et d'avoir cette interpénétration des deux mondes me semble extrêmement importante. Pour ça, il y a besoin de lieux spécifiques. Mais comme l'a dit Jean-Marie Le Guen, je pense que c'est un sujet qui presque même dépasse en fait le monde de la médecine. Ce sont les élites contestées. Bien sûr. Marie-Pia Dorto, comment est-ce que vous regardez ces éléments? Vous m'avez dit, quand on discutait ensemble aussi, vous m'avez dit en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle la pédagogie passive ne marche pas. Est-ce que on peut parler de ça, dire un mot là-dessus? Absolument. En termes de fonctionne en pédagogie, c'est une pédagogie active où l'apprenant, avec toutes les guillemets qu'il faut, est en situation de participation. Ce que j'appelle la pédagogie passive, c'est-à-dire les flyers, les affiches, peuvent éveiller un petit intérêt, allumer un petit éclat dans l'œil de la personne qui les lit, qui les parcourt, mais finalement, rien ne vaut une utilisation en direct ou une pédagogie par la transmission. J'entends par là notamment, il y a à plusieurs reprises dans les groupes de travail ont été abordées la question aussi d'avoir un temps dédié au moment de la consultation ou l'accueil de la personne dédié à l'explication de l'utilisation de telle appli ou de tel dispositif médical et évidemment, et puis une prise en main. Et donc, cette prise en main va faire continuité avec la participation et l'élaboration de ces produits. C'est ça que j'appellerais, moi, la pédagogie active. Est-ce qu'ils y sont prêts, Marie-Pia Dorto, alors on va dire les médecins, les soignants, les grands professeurs de médecine? On a tous, nous, des exemples en tant que patients où finalement on nous a asséné une vérité, on a daigné nous asséner une vérité. Et puis voilà, c'est à prendre ou à laisser, point à la ligne, et puis j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres malades à revoir, au revoir monsieur. Est-ce qu'ils y sont prêts aujourd'hui justement à faire ce travail et cette pédagogie? Votre portrait des grands professeurs de médecine assez cruel. Je pense que la situation a quand même changé. Il y a peut-être encore des reliquats de comportements tels que vous les décrivez. Je crois qu'avec la génération des plus jeunes, où la communication est plus fluide, les distances hiérarchiques sont moins marquées, tout ça va s'estomper. Et puis je pense que la jeune génération, et même la vieille génération dont je fais partie, je pense a bien compris quand même qu'il n'est plus question d'écarter le soignant, l'aidant, des décisions qui les concernent au premier chef. Alors, comme disait Jean-Marie Le Guen tout à l'heure, il y a des sachants, entre guillemets, évidemment qu'on a fait des études de médecine et ça nous donne un socle de connaissances. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais apprendre, et c'est ce que ressent le patient à l'intérieur de lui. Il n'y a que lui qui peut le décrire, de même que l'aidant, il n'y a que l'aidant qui peut décrire les difficultés auxquelles il ou elle est confronté au quotidien. Et c'est le partage de tout ça qui fait la bonne qualité de soins. Donc pour revenir au point de départ de ce débat qui est sur comment on partage ces innovations, comment on approprie les uns et les autres ces innovations, et on essaye de se les approprier ensemble. Oui, tout à fait. Jean-Marie Le Guen, ils oui, sont juste prêts. un mot pour dire, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je parlais de la loi Kouchner de 2002 elle s'est faite sans drame, alors qu'on a retiré le pouvoir, un des éléments majeurs du pouvoir médical, de dire vous devez prendre ça, je dois vous opérer comme ça. Une loi, ça ne fait pas une pratique. Alors, est-ce que ça se passe comme ça, voilà. Ah, quand même, dans beaucoup... Attention. Moi, en tant que citoyen, je l'ignorais, vous voyez. Le choix, il est aujourd'hui impensable, me semble-t-il, hein, qu'on vous propose une opération chirurgicale, ou alors il faut vraiment aller dans un endroit très... Reculé, je peux me permettre, sans qu'on vous dise, voilà, vous avez bien compris qu'on vous propose ce type d'opération, vous êtes d'accord,
d'accord, peut-être on va vous faire signer les papiers, etc. C'est de l'ordre du médico-légal, c'est quand même assez lourd. Hein. Et alors maintenant, oui, et c'est là où je voulais en venir, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur des circonstances et de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur dit autour d'eux, de ce savoir sur le bon soin que décrivait justement Madame Dorto, le professeur Dorto précédemment, etc. Mais je vais juste dire, pour qu'il existe tout un tas de contraintes, la contrainte temps médical qui est absolument réelle, parfois la contrainte financière, ça peut exister, etc. Bref, tout un tas de contraintes. Et ça m'amène à dire qu'il faut qu'on pense aussi les innovations dans le cadre des organisations. Et que, notamment en France, on n'est pas extrêmement doué pour réfléchir ce qu'on appelle management, etc. Mais c'est cette capacité d'organisation qui fait qu'on ne repose pas simplement sur la bonne volonté, l'engagement moral des uns et des autres, que l'on souhaite évidemment total et qu'on exige. Mais il n'y a pas que l'action individuelle, il y a aussi l'action collective, c'est-à-dire l'organisation, le parcours du soin, l'organisation du soin. Et là, franchement, c'était un des points sur lesquels on a essayé de travailler, en signalant bien, il n'y a pas que l'innovation technique, il y a toute l'organisation qui va avec. Voilà, mais on voit d'ailleurs à l'instant à l'écran l'une des propositions, amplifier, déployer la politique de soutien à l'innovation en santé par la mise en place d'une gouvernance nationale. Alors oui, gouvernance nationale, mais intégrant l'ensemble des acteurs. Étienne ? Non, tout à fait. Je crois que c'est un point clé. En fait, le débat, il n'est pas pour ou contre l'innovation. Je crois que vraiment... Ah non, ça, oui, ça, on non, mais est dans le milieu professionnel, il y a eu une mutation sur les 10-15 dernières années. Alors, il y a peut-être encore des cas... Là, le sujet, c'est est-ce que les médecins... Alors, peut-être pour de très bonnes raisons, d'ailleurs. Hein, et il a raison, Jean-Marie. Il y a effectivement d'autres malades à voir, il y a du temps, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à partager tout ça ? Ils sont tout à fait prêts, mais il y a d'abord la preuve scientifique, donc la démonstration de la preuve, et il y a aussi... comment ça va améliorer leur organisation quotidienne. Je rejoins totalement ce que dit Jean-Marie, même du côté professionnel. Il y a le côté patient pour organiser le parcours, qui est souvent, comme on dit, assez défaillant, parcours du combattant, mais du côté professionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que le professionnel, il vit au quotidien tous les dysfonctionnements du parcours, et ça l'insupporte, parce que, si vous voulez, ça devient des conditions de travail qui sont très pénibles au quotidien et qui créent de la tension dans le temps, justement, dans la relation avec le patient et dans l'usage de l'innovation. Et donc, pour terminer, moi je pense que, si vous voulez, dans la formation des médecins à l'heure actuelle, c'est l'innovation, le numérique, l'IA, mais c'est surtout le management. C'est quand même un secteur qui est un des rares à l'heure actuelle, si vous voulez, alors que c'est un secteur de service par principe, où moi je suis médecin de formation, j'ai pas eu 1 heure de management en 11 ans. Et ensuite on est bombardé dans des équipes. Alors ça dépend des caractéristiques de chacun. Vous avez des gens qui sont très brillants parce qu'individuellement ils ont ces qualités, mais vous avez à côté des défaillances. Nous on a fait un rapport... Mais vous vous rendez compte, Étienne, vous dites c'est un secteur de service. Ça, je suis sûr que, alors, comme vous dites, je ne sais pas qui va nous regarder, mais il y a un certain nombre de médecins qui nous regardent, qui ont bondi de leur chaise. On n'est pas un secteur de service, on est un secteur de science. On est un secteur de soins et de service, c'est-à-dire de service à la personne. Et ça, je suis désolé, vous pouvez le remettre dans tous les sens. Il y a les deux. Et je crois que Mme Dorto l'a précisé. Ah, mais bien sûr, c'est très intéressant. C'est très important de tenir compte du patient. Et les professionnels, il ne faut pas... De ce point de vue-là, on fait leur mutation en règle générale, c'est-à-dire qu'ils sont dans cet état d'esprit. Le seul problème, il est pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes dans des organisations qui, pour le coup, sur les parcours patients, sont assez défaillantes. Et c'est cette formation de l'organisation et l'innovation doit apporter. Quand on parle de télésuivi ou autre, nous, on a fait une étude juste très brièvement polytechnique sur le management hospitalier dans la crise Covid. C'était très révélateur de quelque chose, c'est que tout d'un coup, du fait de la solidarité qui s'est déroulée pendant la première vague, vous avez vécu des formes de management qu'on n'a pas connues pendant des années. Absolument. Et tout d'un coup, les gens, il y avait des circuits courts, il y avait de la coopération, il y avait la coordination, il n'y avait plus les partages de territoire. Je parle pour le management hospitalier. Et donc, il y a une grande question, comment on capitalise là-dessus et comment l'innovation va en sortir. Ça, c'est fondamental. Et c'est typique. Hein. Et il y a eu évidemment, c'était très difficile de soigner, mais il y avait du bonheur aussi de dépasser, de bouger les murs, de faire, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui, sous la pression, la libération de la contrainte administrative. Alors, les médecins auront
tendance à vous dire, comme ça, on pouvait parler sans passer par le directeur de l'hôpital. Mais oui, mais etc. c'est Bon, vrai. Mais oui, mais c'est assez Ce qui s'est vrai. passé dans les entreprises privées aussi, d'ailleurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais les mêmes, soyons honnêtes, vous diront que par exemple au mois de septembre, au mois d'octobre, ce brouillard s'est dissipé et les disciplines médicales et les terrains médicaux ont repris chacun son terrain et que la transversalité était moins grande. Mais il y avait le souvenir de la transversalité. Mais bon, voilà, les urgentistes contre les... Sur le etc. management Enfin, bon. hospitalier, oui. La défaillance, elle a eu lieu sur la recherche. Vous faisiez allusion tout à l'heure sur les plateaux télé, les débats contradictoires. Nous, en management de crise, si vous voulez, le débat contradictoire, quand il y a de l'incertitude, il est logique. Le problème, c'est la posture du doute. C'est-à-dire que les personnes ont campé sur des positions et n'ont pas accepté le doute de leur position, de leur vision. Enfin, surtout un camp plutôt que l'autre, hein, honnêtement. Bon. J'en sais rien. Vous savez, pour nous qui sommes extérieurs, moi je suis totalement extérieur Mais regardez une au secteur de la santé. quelque Attendez. C'est dévastateur ce qui s'est passé. Oui, mais Dévastateur. Mais ça aurait pu être beaucoup pire. Je veux dire que 95% du corps médical, les équipes hospitalières, vous imaginez en plein mois d'avril, là, mars, si elles s'étaient, je vais parler trivialement, foutues sur la gueule. Non, il faut ce produit-là ou pas ce produit-là. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Pas du tout. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Pas du Vous tout. aviez Pas du 95 contre, ou 98 contre 2. 98 contre 2 et quelques médecins politiques, vous voyez, j'accuse ceux qui sont intervenus, qui en ont rajouté, et des politiques qui n'y connaissaient pas grand-chose ou qui ne cherchaient d'ailleurs pas à y connaître, parce qu'on a le droit de ne pas connaître, mais on peut chercher à connaître. Et donc, qui ont rajouté, et après, bon voilà, mais sur le fond, s'il n'y avait pas eu la culture scientifique partagée par les équipes médicales, c'est-à-dire comment on construit le savoir, si elles n'étaient pas accrochées à cette méthode collective qui leur permet de travailler collectivement, mais ça aurait été horrible. Allez, on va à Boston. Jean-Jacques Yarmoff, il y a un élément qui vous a intéressé, qui m'intéresse aussi. Et pour le coup, alors je vais poser 2-3 fois la question à Nicolas Bouzou qui nous accompagne. Est-ce que la santé, c'est vraiment de l'économie? On a parlé de marketing, on a parlé de management et d'incitation financière pour les professionnels de santé, justement, pour aller dans ce... Pour mieux accepter les innovations. Quelle forme ça pourrait prendre, Jean-Jacques ? Je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour répondre, Stéphane, parce que le domaine que je connais mieux est celui qui est le plus précoce de la mise en place des innovations et de l'adaptation des innovations aux besoins des patients. Je crois que sur le point de l'incitation pour les professionnels, pour l'adoption, vous avez sur le plateau des personnes qui seront plus à même que moi. Alors, mais je reste avec vous parce que après, j'ai du mal à vous retrouver. Sur la question, c'est une question aussi qu'on doit aborder et le temps tourne assez vite. Justement, de la gouvernance et de l'évaluation. Alors, le fait qu'il y ait une gouvernance, que l'on mette en place une gouvernance pour faciliter l'innovation dans le domaine de la santé est effectivement extrêmement important. Il y a énormément de points d'action pour faciliter ces accès aux soins. Et je vais donner juste un exemple qui va comparer les États-Unis avec ce qui peut se passer en France. Pour obtenir l'autorisation de faire un essai, ce qui s'appelle une IND, qui permet de tester un nouveau produit sur des patients. Aux États-Unis, par la loi, 30 jours. En France, ce qu'on constate, c'est 180 jours. Il y a des progrès qu'on peut faire qui relèvent à la fois du législateur, sans doute, des agences réglementaires ou des pratiques hospitalières aussi, mais il est clair que pour faciliter l'apparition de nouvelles technologies, que ces innovations viennent dans notre pays, on a besoin de cette gouvernance qui nous permettra d'avancer et de lever les différentes barrières qu'on peut constater.
Vous vouliez réagir sur l'incitation financière C'est un sujet effectivement Étienne, d'actualité. C'est-à-dire si on veut de l'innovation et si on veut qu'elle se diffuse, quelle incitation financière? Si on suit la logique de la discussion qu'on vient d'avoir, on a pointé un facteur, c'est l'organisation. Et donc l'incitation, je pense qu'il faut qu'elle soit sur l'organisation, c'est-à-dire comment les gens travaillent ensemble, en équipe, en coordination, le long du parcours, hôpital, médecine de ville. Alors les mécanismes, ils sont simples techniquement, hein. C'est le paiement à la qualité, on a déjà ça dans les hôpitaux IFAC, et sur l'assurance maladie, ce qu'on appelle la ROSP, donc c'est de miser sur des critères de qualité qui incitent à être plus coordonnés avec autrui. Sinon, ça peut être des paiements au parcours, c'est ce qui actuellement est en train d'apparaître dans le contexte français, mais c'est pas la mécanique, si vous voulez, qui est en jeu. Elle est assez simple, elle est technique, mais elle est assez simple. C'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on incite. Et je crois qu'il faut inciter l'organisation. Si on se réfère à ce qu'on a dit précédemment, c'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est-à-dire que c'est pas la pratique individuelle, c'est pas de savoir si vous êtes au top de la connaissance, encore qu'il faut vérifier évidemment. Mais on va en dire un mot, parce mais que c'est surtout que les gens travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'on soit dans des organisations collectives. Encore une fois, la crise Covid a montré que c'était possible dans un élan de solidarité. Il faut capitaliser là-dessus. Et l'innovation doit être aussi un levier par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi quand vous faites du télésuivi ou une application numérique. C'est de l'inscrire dans l'organisation et que cette organisation soit plus fluide. Jean-Marie Le Guen. Oui, l'incitation financière telle qu'elle est décrite dans nos travaux, elle est vraiment très, très, très marginalement le problème de l'intérêt d'un individu quelconque. C'est globalement comment faire en sorte que le système dans lequel on fonctionne a intérêt financièrement à aller dans le bon sens et non pas aller dans le mauvais sens. D'accord. C'est ça fondamentalement le sujet. Parce qu'aujourd'hui, je vais être caricatural, mais bon, vous pourriez avoir un intérêt à faire systématiquement la même opération relativement compliquée aux malades. Parfois, il l'est plus ou moins. Enfin, je caricature absolument, mais pour que j'essaye de me faire comprendre. Voilà. Ça y est, on a compris. Voilà. Bon. Et on se fiche un peu de la qualité de l'acte qu'on a fait. Bien, ça, c'est la caricature. Mais cette caricature, je la laisse de côté. Mais s'il y a un début de réalité, c'est-à-dire que on vous demande d'être hyper opérationnel sur ce que vous savez faire, sans vraiment vous occuper de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Alors, on fait tout pour, au contraire, essayer d'ouvrir les fenêtres et les portes, etc. Mais à ce moment-là, ça devient très compliqué parce que quand il s'agit de payer un acte d'un individu ou un séjour à un moment donné dans un service, c'est facile. Mais quand vous devez financer tout un parcours qui commence par une visite de l'infirmière à domicile avant et après, etc., ça devient très, très, très compliqué. Et donc, là-dessus, d'ailleurs, peut-être que la révolution numérique va, je l'espère, l'intelligence artificielle nous aidera à résoudre ce problème. Alors, évidemment, on va vers des paiements au parcours, mais ça reste très expérimental parce que vous avez toujours quelqu'un, et il a pas complètement tort, même si je pense qu'il a tort fondamentalement, mais il dit, mais attendez, vous allez créer des effets d'aubaine absolument incroyables, ça va nous coûter un système, donc on préfère rester dans le système actuel, dont on sait combien ça coûte, que d'ouvrir les portes et les fenêtres et de laisser l'énergie financière sortir de tous les côtés. Donc on est dans cette contradiction, c'est très compliqué, on vous parle et on entend... En même temps, vu l'état des dépenses publiques à la sortie de la crise, il vaut mieux trouver des mécanismes d'incitation où on va faire l'amélioration de la qualité et des économies dans les prochaines années. Je serais tenté de dire oui, mais là, il y a un changement. Moi, je serais tenté de vous dire on n'est plus à ça près. C'est justement... Non, mais je le pense sincèrement. Oui, c'est une fenêtre, justement, formidable pour essayer de changer les choses. Bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Oui, mais ce n'est pas incompatible avec une efficience sur les parcours. Non, mais le problème, c'est qu'il faut mesurer cette efficience et non pas donner la prime à des gens qui n'auraient pas l'efficience. Voilà, bon. Donc, c'est un peu compliqué au plan intellectuel, c'est un peu compliqué au plan technique, mais c'est absolument la direction dans laquelle on doit aller. Allez, il nous reste à peine une minute. Marie-Pia Dorto, je vais me tourner vers vous et avant d'entendre Gérard Raymond et d'avoir le point de vue des patients, est-ce qu'il y a un sujet de formation aujourd'hui des médecins? Est-ce que ça aussi, c'est un sujet qu'il faut poser? C'est un sujet qu'il faut poser des médecins et de l'ensemble des soignants, c'est-à-dire aussi bien les infirmières, les aides-soignants, les intervenants médico-sociaux, je le mentionnais déjà.
n'a pas appris au cours de ses études, c'est beaucoup plus difficile de l'apprendre plus tard et de le mettre en œuvre plus tard. Donc il faut à la fois, et Étienne Mainviel le mentionnait tout à l'heure sur la formation au management dans certains métiers, il y a la formation au management d'équipe, à la coordination, mais il y a une formation aussi technologique, essayer de démythifier la technologie. Parce que autour de la table, on est tous assez familiers de l'ensemble de ces technologies. Je ne suis pas sûre que dans des métiers dans des métiers plus au contact du patient, cette technologie n'effraie pas. Et donc, il est important de l'instiller dès le début des études pour que tout le monde soit parfaitement familier avec. Ça paraît mais essentiel. Et c'est affaire de pédagogie. Un dernier point, quelque chose qu'on aurait oublié avant d'accueillir Gérard Raymond, Jean-Marie Le Guen. On a fait le tour à peu près. On va connaître des révolutions extraordinaires dans le domaine du soin et il faut absolument que pour les soignants et pour notre pays, être prêt à les accueillir et à les porter le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Je rajouterai un point, c'est personnalisation. Je pense qu'on va vers une personnalisation de plus en plus des parcours et avec l'innovation, notamment vous citiez l'intelligence artificielle, on travaille à Polytechnique avec Gustave Roussy et des hôpitaux de la Paix de Paris aussi sur ces thèmes-là. On sent de plus en plus qu'on va arriver vers une médecine personnalisée, mais pas seulement sur le traitement, mais sur l'ensemble du parcours. Jean-Jacques Hermoff, je me tourne vers vous en termes de conclusion. Est-ce qu'il y a un élément qu'on aurait oublié ou sur lequel vous voudriez insister davantage ? J'observe aux États-Unis et en France des systèmes qui sont extrêmement différents, qui ont des faiblesses et des forces de chacun des côtés. Je crois que il n'y a pas de fatalité. On aura l'avenir du soin qu'on méritera et on peut améliorer en incorporant les innovations le soin de tous nos patients. Donc je crois qu'il y a une volonté de l'ensemble des acteurs pour y arriver et il faut s'en donner les moyens, ce que j'espère que nous pourrons faire collectivement. Bien, merci messieurs, merci madame. Et donc on va discuter avec les patients et avec Gérard Raymond, le président de France Assos Santé, pour terminer cette table ronde. Donc, Gérard Raymond, président de France Assos Santé. Bonsoir. Bonjour Gérard. Ou bonsoir, oui, comme vous voulez. On ne sait pas à quelle heure. Nous aussi, on vit une révolution, vous comprenez, dans les médias. Et donc, les gens vont consommer l'ensemble de ces contenus quand ils veulent. Donc, bonjour, bonsoir. Voilà. On est absent. C'est ce que vous pensez d'ailleurs, Gérard. Parce que, soyons un peu enthousiastes et optimistes autour de cette innovation en santé. Je pense qu'on souffre tellement aujourd'hui de cette situation-là qu'il faut quand même garder l'espoir. Voilà. Et qu'on voit bien que devant nous, il y a un véritable bouleversement. Et on peut espérer, on doit tout faire. Nous qui sommes des responsables associatifs ou peu importe, mais des entrepreneurs, nous devons être véritablement focalisés sur le fait qu'on va sortir meilleur, que notre système va sortir meilleur de ce moment extrêmement difficile que nous vivons à l'heure actuelle. Alors, vous avez suivi le débat, là. Hein, vous avez pris des notes, d'ailleurs. Elles sont devant vous. Moi, j'ai une question. Je vais me permettre une question après. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu terrorisé par la séquence Covid. Le côté contestation générale de l'ensemble des voix qui sont pourtant les voix scientifiques. Comme le disait Jean-Marie Le Guen, la science n'est pas une opinion. Non, mais on a eu le débat scientifique qui est un débat de controverse et qui est normal. On l'a eu à la télévision et forcément que les spectateurs et les citoyens n'étaient pas habitués à entendre des professeurs de sciences, des sachants, ne pas être d'accord entre eux. Et puis, quelques-uns ont mis quelques braises sur le feu pour que, effectivement, on en arrive à cette cacophonie générale que maintenant, plus personne ne fait confiance à personne. Ça perturbe les patients. Vous, votre association, ça perturbe les patients? Bien sûr que ça perturbe les patients, bien sûr que ça perturbe tout le monde, individuellement et collectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la science n'est plus suffisante pour pouvoir convaincre. Et effectivement, entre des représentations et des opinions et des démonstrations scientifiques, il y a de grandes différences. Mais aujourd'hui, on mélange tout. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a frappé dans le débat qu'on a eu ensemble? Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on en est arrivé à un point aujourd'hui que
le savoir ne suffit pas, l'injonction ne suffit plus, et qu'effectivement, il faut pouvoir échanger. Et si vous voulez gagner de la confiance vis-à-vis de nos concitoyens, il faut certes de la transparence, il faut certes de la participation, mais il faut permettre aussi l'échange. Et il faut que cette information-là, qui descend des sachants, puisse être interprétée, commentée et remontée. Je crois qu'une des solutions ou des idées qu'il nous faut développer, c'est permettre les échanges entre les personnes. Et que ce n'est pas simplement un discours de scientifique qui doit nous être prodigué, mais ce qu'il faut aussi bien nous écouter et pour que l'on puisse effectivement le comprendre, pouvoir échanger, pouvoir le commenter afin de pouvoir l'intégrer pour qu'on puisse l'adopter. Parce que ce qui est important, c'est l'adhésion et la participation des citoyens à cette nouvelle révolution, qu'elle soit numérique d'ailleurs ou sociétale. Ah bah évidemment, ce qu'on voit en ce moment sur le vaccin, quoi. Et puis, exactement. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble. Oui, il faut qu'on soit tous ensemble. Mais est-ce que Gérard, est-ce que vous-même, vous n'allez pas être emporté en fait par... C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, l'association elle-même, elle va pas être décrédibilisée? Oui, c'est ça. Hein, ouais. Non, mais incontestablement. L'ordre est remis en cause. Et les structures de représentation sont remises en cause. Et je pense que les associations de patients sont aussi aujourd'hui remises en cause. À elles aussi de réfléchir pour pouvoir sortir plus fortes, plus pertinentes, avec un message et une valeur ajoutée bien meilleure que ce qu'elles sont aujourd'hui. Je crois que pour nous aussi, associations, il y a une remise en cause à avoir et de notre fonctionnement, et de notre plaidoyer, et de comment faire participer les citoyens ou les communautés que nous représentons. Nous voulons fonder un système sur les attentes et les besoins. Et le numérique répond parfaitement bien, effectivement, à cela. Les innovations aussi, il faut qu'elles répondent à des attentes et à des besoins. Sinon, ce n'est pas des innovations, c'est des inventions qui ne servent à rien. Donc, comment pouvons-nous, nous, associatifs, mettre en place des outils qui vont permettre de pouvoir recueillir ces attentes et ces besoins? Comment allons-nous mettre en place des échanges avec nos communautés pour pouvoir sortir plus riches et pouvoir faire ce qu'on appelle la démocratie participative, mais pas simplement une démocratie directe, mais une démocratie participative qui passe quand même par des structures organisées. Alors justement, dans une des tables rondes, une de vos consoeurs, voilà, l'association, pose la question de la professionnalisation d'un certain nombre de patients aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Comme vous le dites, vous êtes des entrepreneurs qui travaillent. Bon, certains sont retraités, c'est très bien, mais tout ça prend du temps. Et surtout, si on veut des jeunes, si on veut des actifs, c'est une question qu'on doit poser quand même. C'est une question qu'on doit poser. Alors, il y a dans le milieu associatif, et le docteur Le Guen en parlait de la loi du 4 mars 2002, Kouchner, il y a deux socles aujourd'hui qui sont bien distincts. C'est les représentants des usagers de la santé, c'est-à-dire ceux qui sont dans les commissions des usagers de la santé, donc ils sont issus d'associations agréées du système de santé, ils sont là pour faire évoluer le système de santé, etc. Et d'un autre côté, il y a notre penchant qu'on a appelé les patients experts ou les patients partenaires, qui sont là pour faire de l'accompagnement. Ce n'est pas des professionnels de santé, mais ils sont là pour accompagner d'autres personnes. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été à l'origine, avec mon association, l'association française diabétique, il y a maintenant même plus de 15 ans, à créer ces accompagnants, ces pairs, l'accompagnement par les pairs. Et donc on voit bien qu'il y a derrière les deux d'ailleurs une réflexion aujourd'hui à mener sur la reconnaissance sociétale de l'engagement associatif. Qu'il soit représentant des usagers pour faire évoluer notre système de santé, ou qu'il soit cet engagement auprès d'autres patients pour mieux comprendre la maladie et mieux vivre la maladie. Et certains vont jusqu'à un statut, certains vont même jusqu'à une rémunération de ces personnes-là. La question est posée. Il faut qu'on y travaille, parce qu'effectivement, il y a des bonnes ou mauvaises idées. Merci Gérard Raymond, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. 4 thématiques donc, et donc 3 autres tables rondes qui sont à votre disposition et à consommer donc le matin, l'après-midi, le jour ou la nuit. Voilà, toutes aussi passionnantes.